Aujourd'hui, l'empoisonnement est un crime bien distinct, présenté à l'article 221-5 du Code pénal et est puni de 30 ans de réclusion criminelle, voire à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes. Le statut juridique du crime de poison a bien évolué depuis le Moyen-Âge, où, finalement, la substance mortifère n'était considérée que comme une arme, un moyen pour commettre un assassinat. On pourrait penser que les juristes médiévaux n'ont limité le poison qu'à une simple arme pour cause de rareté des crimes de poison à l'époque. Mais que nenni! D'une part, il se trouve qu'ils n'ont fait que reprendre l'héritage du Code Justinien et de la Lex Cornelia, qui plaçait déjà le poison comme arme. Et d'autre part, si l'on en croit les travaux de l'historien Franck Collard, les meurtres de poison étaient loin d'être des cas isolés au cours de l'histoire médiévale, et des chroniqueurs comme Ordéric Vital ou Grégoire de Tours ont souvent évoqué le décès d'un personnage par ce moyen sournois. Cependant, la plupart des chroniqueurs de l'époque usaient de tournures latines comme ut dicitur pour énoncer implicitement cette mort, comme s'il était finalement trop honteux de le consigner directement par écrit. Le chroniqueur Jacques Duclerc osa quant à lui écrire directement qu'Agnès Sorel était morte par le poison. C'est donc à la lumière de ce crime que je vous invite à découvrir les contours du crime de poison au Moyen-Âge. J'aurais préféré découvrir les contours d'Agnès Sorel, moi. Eh bien, tu n'as qu'à présenter notre victime à nos amis, Victor. Que dire d'Agnès? Si ce n'est qu'elle avait une poitrine délicieuse. Tu t'écartes vraiment du sujet, là. Je t'assure que non, je suis même au cœur. D'ailleurs, quand Charles VII l'a vue, il s'est exclamé « La plus belle des belles ». Tu crois qu'il parlait de quoi? Pas de ses sourcils épilés, hein. Bref, du coup, à partir de cette rencontre, elle devint la première favorite d'un roi de notre belle histoire de France, et de cette union interdite mais officielle naquit 3 enfants que leur demi-frère, le futur Louis XI, adorait, même si on peut pas dire qu'il avait des sentiments aussi délicats envers Agnès. Bref, toujours est-il que la pauvre fut atteinte de l'ascaridiose, c'est-à-dire qu'un ver s'éclatait dans son intestin en pondant d'autres jolis vers, dont on dit que certains lui sortaient par la bouche. C'est tellement appétissant dit comme ça. Salut Charles, tu veux prendre un verre avec moi? Ouais bon, Victor, on va s'arrêter là, hein, merci. Oui, alors, cette maladie était assez courante au Moyen-Âge, et le seul traitement efficace consistait en la prise de vif-argent, c'est-à-dire de sel de mercure. Et cela, on le sait depuis une série d'examens paléopathologiques menés en 2004, nous révélant également qu'elle décéda à cause d'un empoisonnement au mercure. Mais attention, non pas à cause de sa prise quotidienne, le dosage était trop faible pour lui donner la mort, et c'est bien la prise en une fois d'une trop forte dose qui la fit trépasser. Ainsi, 2 hypothèses s'offrent à nous. Soit c'est le médecin qui a fait une erreur de dosage et dans ce cas-là ce n'est qu'un regrettable accident, soit lui-même ou une tierce personne a volontairement surdosé le traitement d'Agnès et dans ce cas-là on bascule dans l'empoisonnement volontaire. Dis surtout que si tu prends trop en considération le côté accidentel de la chose, ton épisode tombe à l'eau. C'est pas totalement faux, mais passons et concentrons-nous sur la provenance des poisons. Soyons logiques, si ce n'est pas le médecin qui a empoisonné Agnès, comment une tierce personne aurait-elle pu se procurer du mercure? Au XIVe et XVe siècle, il suffisait d'aller dans l'apothicarie d'une grande ville pour trouver son bonheur. Les poisons étaient en vente de façon plus ou moins libre puisque destinés à soigner. C'est là finalement toute la merveille des plantes et des minerais à vertu médicinale. Tout ce qui soigne tue, tout n'étant qu'une question de dosage. D'ailleurs, dans la Grèce antique, on désignait le poison et le médicament par un seul et même mot, pharmakoi. On pouvait donc assez facilement se procurer de quoi tuer qui nous importunait, et c'est ce qui a poussé l'historien Michelet à parler d'une démocratisation des poisons au Moyen-Âge. Il sembla donc urgent de réglementer la vente de poisons. Ainsi, par exemple, en 1326, le Concile d'Avignon imposa aux apothicaires de signaler la vente de produits toxiques à la cour ordinaire, afin de pouvoir enfin retrouver les acheteurs. En 1390, le tribunal du Châtelet, quant à lui, condamna 2 personnes portant des herbes sur eux sans motif légitime, et donc suspectées de vouloir commettre un crime d'empoisonnement. Si on devait arrêter tous les porteurs d'herbes aujourd'hui, je crois que nos prisons seraient pleines d'empoisonneurs. On notera également cette décision étrange prise à Paris en 1408, décrétant qu'il était illicite de déambuler auprès des gibets, car on suspectait que des empoisonneurs se servaient des dépouilles pour notamment contaminer des sources d'eau. Chose qui se faisait par exemple lors de sièges, les assaillants étant amenés à empoisonner les citernes et les puits avec des animaux morts ou même avec des cadavres humains afin de priver les assiégés d'eau potable. En parlant d'empoisonnement par les cadavres, explorons donc un peu les diverses substances utilisées. L'assassin d'Agnès Sorel usa de mercure, qu'on ne pouvait se procurer qu'en apothicarie, comme tous les poisons issus du règne minéral, tels que le réalgar, l'oxyde de plomb ou encore l'arsenic, qui étaient utilisés comme mort au rat à l'époque. Il suffisait donc de prétexter la présence de rongeurs chez soi pour s'en fournir, ce qui valut d'ailleurs à Wilhelmine la Barbière d'avoir été accusée de vouloir tuer son mari, avant d'être graciée par une lettre de grâce rendue à Bruxelles le 20 février 1459. Notons également qu'il était fréquent de se servir d'or-piment, qui ne servait pas qu'à empoisonner, puisqu'il rentrait dans la composition d'une teinture capillaire permettant de devenir blond. Après on s'étonne des plaques sur les blondes. C'est pas de ma faute si elles s'empoisonnent la cervelle. Si vous ne vouliez pas prendre le risque de passer par un apothicaire, le règne végétal vous offrait quant à lui de quoi tuer à portée de main et sans rien débourser. Nombreux furent ceux qui se rendirent dans les Pyrénées ou les Alpes pour récolter de l'aconite. Cette sublime fleur violette contient des substances
substances qui, même à une dose plus qu'infime, peuvent vous donner la mort en paralysant votre système respiratoire. Mais pour tout savoir des plantes qui tuent et qui soignent, je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapporter à Hildegard de Bingen et sa Physica, qui nous apprend par exemple que la ciguë en pommade permettait de calmer la douleur après un choc ou une chute, mais offrait aussi la mort à qui en consommait en une dose précise. Elle évoquait également la jusquiame noire, terrible poison, qui pourtant à une petite dose était utilisée en tant qu'anesthésique pour ses vertus narcotiques. Dans son De Venenis et Eorum Remediis, Pietro de Abbanno nous présente une bonne centaine de venins, dont la plupart appartiennent au règne animal. Ainsi, on peut lire par exemple que le sang de bœuf fera souffrir une victime de la même manière qu'une morsure de serpent. Le sang de crapaud, quant à lui, rendra votre haleine pestilentielle avant de paralyser votre système respiratoire. Enfin, toutes les substances rejetées par le corps étaient considérées comme toxiques. Déjection, urine, mais aussi le sang menstruel des demoiselles ou le sperme des jeunes hommes. Ainsi, il n'était pas rare de mélanger ces quelques ingrédients à d'autres poisons pour les rendre encore plus impurs et donc fatales. Pas besoin de boire le sang menstruel pour que votre vie soit empoisonnée. La présence de la demoiselle en mauvaise période suffit. Nous avons vu où trouver nos substances mortifères. Maintenant, intéressons-nous aux moyens dont usaient les empoisonneurs pour transmettre leur cocktail à leurs victimes. Vous souhaitez vous débarrasser d'un proche lors d'un banquet ? Alors, versez votre poison dans la coupe de votre victime et offrez-lui un apéritif mortel. Trop commun. Vous pensez qu'en trinquant, vos attentions seront démasquées ? Alors, déposez votre poison préalablement réduit en poudre sous vos ongles et plantez une pomme avec avant de la tendre à votre victime ou enduisez votre couteau de la dite substance mortifère avant d'éplucher un fruit. Quand on vous dit que manger une pomme par jour vous écarte du médecin, une fois sous terre, vous le fuyez à jamais. Cela vous fait trop penser à Blanche-Neige ? Vous désirez quelque chose de plus original ? Alors, comme ce médecin napolitain, enduisez le vagin de votre fille d'une pommade empoisonnée et laissez le roi de Naples satisfaire ses envies. C'est ainsi qu'en 1414, il décéda. On lui avait pourtant dit de sortir couvert. Trop malsain ? Complètement dégoûtant ? Alors soyez plus sournois, à l'image du projet de complot du prince d'Orange à l'encontre de Louis XI, et tentez de déposer du poison sur le sol et la nappe de l'autel du lieu de culte où le roi a l'habitude de poser ses lèvres lors de ses prières. Dommage que le complot fût démasqué avant exécution. Mais n'oubliez jamais qu'en usant de tels moyens, vous commettrez le crime le plus horrible et le plus honteux pour l'époque. En effet, vous ne pourrez même pas vous défendre devant vos juges en prétextant une quelconque iracundia subita ou une occision par mésaventure, puisque c'est un crime avec préméditation. Enfin, vous priverez votre victime de ses dernières paroles et de son extrême onction. C'était donc pour elle une mors repentina, ce qui allait totalement à l'encontre de la morale médiévale occidentale. Ouais, moi je vais te dire ce qui est pas moral. Je suppose que tu parles du fait qu'on ne connaisse toujours pas l'assassin d'Anna Sorel, ce lâche qui l'a privé d'une si belle mort. Ah non, je pensais plutôt au fait que je sois mort sans avoir pu m'enivrer d'elle. Victor! Ich groll nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich groll nicht, ich groll nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens